Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour le moment fort du mercredi au Sénat, les questions au gouvernement. Dans une heure, les sénateurs vont interroger les ministres sur les sujets d'actualité du moment et on va vous faire vivre toute cet après-midi avec notre équipe. Et d'abord, notre commentateur situé dans la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat, Quentin Calmet. Bonjour, quel est le programme Alex. cet après-midi ? Eh bien, aujourd'hui, on va revenir avec pas moins de 4 questions sur 17 consacrées à l'allocution du président de la République hier à 20h. Et puis nous serons également avec notre intervieweur dans la salle des conférences du Sénat, Steve Jourdain. On va également parler avec les ministres et les sénateurs en salle des conférences de l'allocution du président de la République. Oui Alex, le pass sanitaire conditionné à une 3e dose pour les plus de 65 ans. Annonce d'Emmanuel Macron hier soir. On en parlera avec Marc Fesneau dans un instant. Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Et puis nous serons avec notre streamer politique Jean Massier qui va commenter cette séance, mais sur la plateforme Twitch avec toute sa communauté dans son émission Sénat Stream. Salut Jean, j'imagine que c'est aussi le discours d'Emmanuel Macron qui va animer ta communauté cet après-midi. Et oui, absolument Alex, salut à toi. Écoute, on attend tous de voir les réactions des sénateurs et des sénatrices à cette allocution du président ou du candidat Emmanuel Macron. Et puis à 14h30, on parlera d'un autre sujet, on parlera des mutuelles. Avec cette question, faut-il taxer davantage les complémentaires santé qui ont fait des économies pendant la crise sanitaire ? C'est en tout cas ce qu'a voté le Sénat cette semaine dans le budget de la sécurité sociale. Et ce sera l'objet de notre face-à-face entre d'un côté Elisabeth Doineau, sénatrice centriste, rapporteure de la Commission des affaires sociales et à l'origine de cette taxe votée par les sénateurs. Et de l'autre, Xavier Iacovelli, le sénateur du groupe RDPI La République En Marche, qui lui est plutôt opposé à cette taxe des mutuelles. Mais d'abord, notre débat pour revenir sur l'allocution du président de la République hier soir. Emmanuel Macron qui a fait des annonces sur le plan sanitaire, mais également dans d'autres domaines avec l'abandon de la réforme des retraites sur ce quinquennat. Et puis également l'annonce de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, de nouveaux EPR nouvelle génération. On fait le point sur ces annonces avec Gaspard Flamand. Face au rebond de l'épidémie en France, Emmanuel Macron veut alerter et appelle à accélérer la campagne de rappel pour les plus de 65 ans. Si vous avez été vacciné, Il sort de l'atome. Il annonce la construction de nouveaux réacteurs, ce qui n'avait pas été fait depuis 2007 et l'EPR de Flamanville. Le candidat écologiste à l'élection présidentielle critique ce pari. Qu'est-ce que promet le président Macron ? Que ce fiasco-là, il va le multiplier par combien ? Par 4, par 5, par 6 ? Que quelqu'un dans son entourage, dans son cabinet, explique à Emmanuel Macron qu'un fiasco multiplié par 6, ça fera 6 fiascos, ça fera jamais un succès. En consacrant une grande partie de l'allocution à la défense de son bilan, le chef de l'État enfile peu à peu son habit de candidat pour 2022. Et pour revenir sur cette allocution d'Emmanuel Macron, j'accueille sur ce plateau Corinne Ferret. Bonjour, vous êtes sénatrice socialiste du Calvados. J'accueille également Laurence Garnier, vous êtes sénatrice Les Républicains de Loire-Atlantique. Sur ce plateau également Claude Maluret, vous êtes président du groupe Les Indépendants, République et Territoire au Sénat. Et puis François Patriat, président du groupe RDPI, La République En Marche. Je commence par vous, François Patriat. Un mot sur l'aspect politique, un peu la forme de cette allocution du président de la République. C'est clairement un président qui est déjà en campagne électorale, officieuse. Non, c'est un président réformateur et volontariste, qui fixe un pas cap, qui voit loin comme il a toujours fait, qui aujourd'hui, dans la situation où il est de responsable de l'État, est capable à la fois de gérer le quotidien et de préparer l'avenir. Donc en ce sens, toute prise de parole du chef de l'État sera toujours prise pour un discours électoral. Mais comment peut-on vivre dans un pays où tous les opposants, où tous les candidats, chaque jour, critiquent le président, font de multiples propositions, font rêver souvent, et dans le même temps que le chef de l'État pourrait ne pas, lui, dire quelle est sa vision des choses, l'état de la France et les perspectives à tracer. Laurence Garnier, c'était un discours d'un président de la République comme les autres ou d'un président candidat ? Dans les 5 premières minutes, c'était un discours de président. Sauf que ça a duré 30 minutes à peu près. Ouais. Il a, pour reprendre l'expression de votre journaliste à l'instant, enlevé très rapidement ses habits de président pour revêtir ceux du candidat qu'il a gardé longtemps au cours de son discours. Et la réalité de ce que j'ai entendu hier soir, c'est que le candidat Macron s'est montré très critique envers le président Macron. Il a été dans le commentaire de tout ce qu'il n'a pas fait sur la réforme des retraites, on va en reparler, sur le travail, sur le nucléaire, sur tout un ensemble d'actions où le candidat Macron a dressé des perspectives que le président Macron a occultées
pendant la totalité de son mandat présidentiel. Donc hier soir, nous avions effectivement un candidat qui était dans le commentaire de son prédécesseur Emmanuel Macron, président. Claude Malhuret, qu'est-ce que vous avez pensé de la forme politique de ce discours, avec quand même une grande partie pour soigner son bilan et puis après faire une ouverture vers l'avenir? C'est une pré-campagne. Moi, je ferai deux réflexions. La première, c'est que depuis 18 mois, l'épidémie a tout écrasé. On n'a parlé que de ça. Et puis, on est en train de revenir à la période politique, et notamment à la campagne présidentielle, et c'est depuis un mois à peu près. De ce point de vue-là, moi, je trouve positif que le monopole de cette campagne politique qui s'ouvre ne soit pas réservé à des Zemmour et à des Mélenchon. Et que le président, aujourd'hui, hier, il a parlé politique, et je trouve que c'est tout à fait légitime, et surtout, je pense qu'il ne faut pas laisser la parole à ceux qui sont en train de transformer cette pré-campagne en des joutes et avec des propositions absolument insupportables. La deuxième réflexion que je ferai, c'est qu'il est dans la position de tout sortant. C'est-à-dire, il est, comme tout sortant, il fait la rengaine normale, parce qu'il n'y a pas d'autre solution dans cette situation, défendre son bilan et dire « j'agis et je réforme jusqu'à la dernière minute ». Donc il a fait le job. Corinne Ferré, est-ce qu'il a fait le job, ou est-ce que vous êtes un peu choqué finalement par à la fois ce double statut de président et de futur candidat à la présidentielle? Effectivement, double statut, vous l'avez dit. Nous avons entendu hier soir un candidat président, un président candidat. Là où les Français l'attendaient sur la situation sanitaire qui malheureusement ne va pas dans le bon sens, s'aggrave en Allemagne, en Europe et en France aussi. Les Français étaient inquiets, donc ils attendaient le président tenir des propos sur comment les choses pourraient évoluer. Eh bien, il y a consacré quelques minutes, il y a consacré après beaucoup de temps sur le bilan de son quinquennat et faire des annonces sur ce qu'il ferait dans les mois à venir. Nous ne sommes qu'en novembre et à ma connaissance, il n'était pas jusqu'à hier au soir candidat déclaré. Chose est faite, dont acte. Mais c'est quand même fort regrettable, on pourrait dire, voire presque choquant, en tout cas je sais que beaucoup de Français ont été choqués, d'entendre le candidat président, le président candidat, utiliser cette occasion de s'adresser aux Français pour effectivement se lancer en campagne sans véritablement le dire. Mais vous l'avez dit vous-même, on était vraiment sur une annonce de candidature pour les prochaines élections présidentielles. Alors, il y a quand même des annonces qui concernent la crise sanitaire et notamment le rappel de vaccination avec cette mesure décidée par le président de la République. Les Français de plus de 65 ans doivent faire le rappel de vaccination d'ici le 15 décembre, sinon ils ne pourront plus bénéficier de leur passe sanitaire. Est-ce que c'est une mesure nécessaire avec un peu la reprise de l'épidémie, Laurence Garnier? Le président de la République est dans sa logique, celle qu'il a souhaité mettre en œuvre depuis plusieurs mois maintenant, sa logique de passe sanitaire, de prolongation d'un certain nombre de mesures jusqu'au 31 juillet 2022. Maintenant, cette troisième dose qui arrive, il est dans sa logique. Ça n'est pas la mienne, ça n'est pas celle que nous avons portée au Sénat. Pour quelle raison? Parce que... Quoi votre logique? Nous estimons que nous ne retrouverons jamais aussi facilement qu'on a pu le penser les libertés que nous avons perdues. Et la démonstration, malheureusement, en est faite aujourd'hui, raison pour laquelle, avec Philippe Bas, nous avons préféré travailler à un assouplissement du pass sanitaire partout où c'était possible, en différenciant en fonction des territoires. Mais au-delà de cette question sanitaire, qui est une réalité, vous l'avez dit, bien sûr, il faut appeler les Français à la prudence. Mais le discours d'hier a donné le sentiment à beaucoup de Français qu'en réalité, Emmanuel Macron prenait prétexte de cette 5e vague qui semble effectivement arriver en Europe pour dérouler un bilan et des propositions. Et ça, c'est extrêmement délétère. Vous savez, moi, quand je reçois en Loire-Atlantique, en tant qu'élu, quelqu'un qui est dans une situation difficile, qui a un problème de logement, un problème familial, eh bien, nous consacrons l'ensemble du rendez-vous à essayer de régler cette question-là. Donc, soit on est dans une situation difficile et le président nous parle de cette situation, soit il considère que finalement que ça n'est pas son sujet et que son sujet c'est la campagne. C'est un contre-message qui a été adressé hier à tous les millions de Français qui n'ont pas été vaccinés. Je pense qu'avec ce type de message, on dit finalement c'est accessoire. Preuve en est d'ailleurs
que le président n'a même pas pris soin d'annoncer lui-même le port du masque à nouveau obligatoire pour tous les écoliers dans les écoles. Ça a été annoncé quelques instants après par le ministre de l'Éducation. François Patria, je reviens sur une phrase intéressante du président de la République qui dit au fond, le virus, on en a encore pendant des années sur notre planète. Quand on voit ce rappel de vaccination qui est intégré au pass sanitaire, ça va être la même chose pour le pass sanitaire. On va en avoir pour longtemps encore. Écoutez, dans cette épidémie, d'abord, je voudrais dire à l'opposition nationale que de se lamenter des succès du président de la République, c'est un peu ennuyeux quand on n'a pas de proposition à faire. Je le dis comme tel parce que le président n'a pas fait, j'entends. Quand le chômage est à 7,5% sous M. Macron et qu'il était à 10% sous M. Hollande, il n'a rien fait, je l'entends encore. On parlera du travail tout à l'heure. Je l'entends, Corinne. D'autres sujets. Il n'a peut-être pas son sujet. Il a parlé aussi pouvoir d'achat, il a parlé aussi travail, émancipation, énergie, prix, etc. C'est des sujets qui intéressent les Français tous les jours. Leur question, c'est pas la question de l'identité tous les jours, c'est ces problèmes-là. Alors maintenant, il n'en a pas parlé du tout. Sur le pass sanitaire. Pass sanitaire. Écoutez, moi, depuis 3 semaines, j'ai mes 3 doses et mon vaccin grippe. Ça m'a pas pris beaucoup de temps et beaucoup de difficultés. Et on sait très bien aujourd'hui qu'il y a quand même une grande part des Français qui peuvent en avoir assez de dire que eux prennent des précautions, que eux se protègent, que eux protègent les autres, et qu'il y a une catégorie de Français qui, comme ça, par insouciance, sont prêts à ne pas se protéger, à ne pas protéger les autres, à entraîner des drames familiaux, et à faire en sorte qu'en plus que ceux qui payent des impôts payent pour eux quand ils seront en réanimation. Je crois qu'il faut un peu rappeler. Donc, ce qu'il a fait hier, je crois qu'il a préféré l'incitatif au coercitif. On aurait pu dire vaccination obligatoire et ne l'a pas fait. Il a dit voilà, je vous incite, je le fais, ce sera dans le pass sanitaire, c'est de bonne logique. Et puis, pour dire aussi à Corinne, quand j'entends dire que les Français n'en ont pas, 80% des Français pensent que la crise a été bien gérée. Et écoutez cela, n'écoutez pas les 20% autrement. 80% des Français le disent. Voilà. Alors il aurait pu, comme vous le dites, annoncer une vaccination obligatoire. C'était d'ailleurs la proposition des sénateurs socialistes Corinne Ferret. Ce rappel de vaccination intégré au pass sanitaire, ça va être un pass sanitaire qui va durer encore pour longtemps ? Alors qui risque de durer encore pour longtemps. L'Assemblée nationale a finalement adopté un pass sanitaire possible jusqu'en juillet 2022. Mais d'ici là, qu'en sera-t-il de l'épidémie ? Qu'en sera-t-il de la vaccination ? Je rappelle aujourd'hui qu'il y a encore, malheureusement, 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Ce sont ceux-là qu'il faut convaincre et aller chercher pour la vaccination. C'est pourquoi nous, avec le groupe politique auquel j'appartiens, le groupe socialiste, nous avions proposé donc cette loi de vaccination obligatoire. Les choses étaient plus simples, étaient beaucoup plus claires et nettement moins attentatoires aux libertés. Dans la mesure où tous et toutes devraient être vaccinés, eh bien quand il faut un rappel, nous le faisons pour le vaccin contre la grippe. Donc ça ne me choque pas du tout. Il y a aussi ce variant qui évolue et pour lequel il faudra aussi s'adapter et continuer à combattre pour que l'épidémie régresse et surtout disparaisse. Donc il faut le faire. Mais cette vaccination obligatoire, elle était beaucoup plus facile, beaucoup plus entendable pour l'ensemble de nos concitoyens, sans discrimination selon l'âge, selon le métier, selon la situation. Et d'autres vaccins sont obligatoires aujourd'hui et depuis de nombreuses années, et les choses se passent bien. Donc nous avons pensé, et nous pensons toujours que c'est la meilleure des solutions, encore une fois, pour la clarté et la simplicité. Avec l'intégration du rappel de la 3e dose dans le pass sanitaire, d'une certaine façon, on y vient. Mais pour l'instant, cela est... je dirais, demandé pour les personnes de plus de 65 ans. Il y a un rappel, une incitation au rappel pour les 50-64 ans. Ça veut dire que l'épisode prochain du feuilleton, ce sera une obligation dans le pass sanitaire de la 3e dose pour les plus de 50 ans. Enfin, tout cela est inaudible et ce n'est pas comme cela qu'on pourra permettre d'endiguer l'épidémie, en tout cas d'y faire face dans les meilleures conditions. Claude Malhuret, vous étiez favorable à cette 3e dose intégrée au pass ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut faire simple. Je crois qu'il faut raisonner simplement, il ne faut pas compliquer les choses. Justement. La France est aujourd'hui l'un des pays, peut-être le pays, le mieux placé en termes de combat contre la crise sanitaire et en termes de pourcentage de vaccination. Pourquoi est-ce qu'elle l'est ? Parce qu'on a réussi à respecter et à suivre les 3 consignes qui sont le pass sanitaire, le vaccin, les gestes barrières. Revenons un peu dans le passé, le 15 juin, la vaccination marquait le pas, l'intervention du président de la République et la création du pass sanitaire a permis d'arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire en quelques minutes, il a fait en sorte que des millions et des millions de personnes se ruent dans les vaccinodromes. Rappelez-vous les campagnes anti-vax qu'il y avait pendant toute la première partie de l'année et à quel point c'était dur et à quel point on était en retard. Et aujourd'hui, on est les premiers. Donc ça marche.
il y a 6 millions qui ne sont pas encore vaccinés, mais dans les autres pays, c'est beaucoup plus que ça. On est à 90% de la population éligible, ce qui est un record mondial. Et ce qui nous permet d'avoir des bons chiffres, même si ça remonte, bien entendu, mais moins qu'ailleurs en Europe. On est exactement dans la même situation aujourd'hui. Il faut que tous les plus de 65 ans, que toutes les personnes fragiles et que les 6 millions qui ne sont pas encore vaccinés le soient. Et par conséquent, il propose ce qui a été proposé au mois de juin et qui a marché, de prolonger le pass sanitaire sur ces catégories et sur ces populations. Et on voit qu'exactement comme la dernière fois, Doctolib, d'une minute à l'autre, voire par centaines de milliers, les gens s'inscrire. C'est la seule solution. Et par conséquent, il faut continuer. La deuxième réflexion qui consiste à dire les libertés, on donne un blanc-seing jusqu'en juillet. Moi, je constate que dans plusieurs pays européens, la plupart des pays européens, on ne s'est même pas adressé au Parlement, on a pris les décisions par décret. Aujourd'hui, en France, c'est la 11e fois que le Premier ministre revient devant le Parlement, la 11e fois depuis le début de la crise, et on nous parle de s'asseoir sur le Parlement et de ne pas respecter les libertés. Ça n'est pas vrai. Enfin, moi, je n'ai rien contre... Je ne suis pas strictement opposé au vaccin obligatoire. Le problème est pragmatique. Le problème, c'est un problème de résultat. Dire d'abord que le vaccin obligatoire, c'est moins une atteinte aux libertés que le pass sanitaire, je dois dire que je ne comprends pas. L'obligation, c'est par définition la contrainte la plus grande. Deuxièmement, comment vous faites respecter? C'est très bien la vaccination obligatoire, mais comment la faire respecter? Vous allez mettre des amendes aux gens dans les EHPAD qui veulent se refuser donc, c'est pas possible. Donc, le pass sanitaire est le meilleur compromis. Et je termine simplement en disant... Ne pensons pas que le pass sanitaire est une contrainte. Le pass sanitaire, c'est la liberté. C'est ce qui nous permet la liberté de tout faire sans que ce que nous faisons soit un danger pour nos concitoyens. Alors, l'autre annonce importante faite hier soir par le président de la République, c'est l'abandon de la réforme des retraites sur ce quinquennat. Le président de la République l'a dit, les conditions ne sont pas réunies pour mener cette réforme d'ici la fin du quinquennat. On va aller en salle des conférences du Sénat, retrouver l'un des sénateurs fervents opposants à cette réforme des retraites, le sénateur communiste Éric Bocquet. Il est avec vous, Steve Jourdain. Oui, Éric Bocquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La réforme des retraites est abandonnée, annonce d'Emmanuel Macron hier. Vous criez victoire, vous avez été entendu. Il est abandonné pour ce mandat, mais on a bien entendu les gages que le président Macron a donnés aux libéraux, dont il pourrait avoir besoin pour son éventuelle réélection, en leur disant, si vous votez pour moi, je vous garantis que cette réforme des retraites sera engagée dès le printemps 2022. Donc elle n'est pas abandonnée, elle est suspendue temporairement, parce que, évidemment, commencer une campagne dans des conditions aussi tumultueuses s'agissant d'un sujet sensible, il préfère reporter ça à plus tard. Donc non, elle n'est pas abandonnée, elle est reportée. Reportée dans mon esprit. Il affirme la nécessité de travailler plus longtemps. Ça veut dire qu'il privilégie ce que vous évoquiez, un report de l'âge légal et non un allongement des cotisations. Dans les deux cas, vous dites-vous, pas touche aux retraites? Non, c'est un pilier de notre modèle social qu'on peut financer. La vraie question, c'est de savoir quelle part de la richesse produite en France, et il y en a, on est capable de mobiliser pour ce système de retraite par répartition qui est tout à fait viable. Valeur travail, modernisation industrielle. Pour un communiste, j'imagine que ça doit vous parler quand même, ce que dit Emmanuel Macron hier. Oui, mais le travail en France produit beaucoup de richesses. On a l'une des meilleures productivités au monde, ça n'est jamais assez répété. Ce pays regorge de richesses, on est la 5e puissance du monde. Il suffit de regarder les résultats faramineux des dividendes, par exemple. Je ne prends que cet exemple-là, pour se dire qu'effectivement, il y a des ressources à solliciter dans ce pays pour financer ce modèle de retraite qu'on nous envie dans le monde. Donc il est viable, il faut s'attaquer à ces ressources, et il y a des moyens concrets pour y parvenir. Suspension des allocations chômage pour ceux qui refuseraient de chercher un emploi, c'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron. Ça vous inspire quoi? Ça, franchement, c'est un scandale. Là, il a déjà réformé l'assurance chômage. On va aggraver les disparités, les inégalités, la pauvreté, comme si on choisissait de vivre au chômage et de s'y complaire. Non, c'est un discours déjà entendu. C'est un discours libéral ancien qu'il remet au goût du jour façon Macron. Petite dernière question, Monsieur Bocquet. Vous remettez aujourd'hui un rapport sur l'avenir des dettes publiques. C'est d'actualité. 3 000 milliards d'euros de dettes pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces dettes publiques? Bien écoutez, il faut d'abord arrêter d'avoir un discours catastrophiste et culpabilisateur sur le sujet. On a 2740 milliards de dettes aujourd'hui. Le dernier budget équilibré de notre pays remonte à 1974. Vous n'étiez pas né. Et on emprunte à taux négatif. C'est-à-dire que les marchés financiers qui nous financent ont confiance à la signature de la France. Donc ce n'est pas le volume de la dette en soi qui pose un problème, c'est son financement. Et l'an prochain, il est prévu qu'on reverse 38,4 milliards d'euros d'intérêts
aux marchés financiers qui nous financent. Donc il faut sortir de cette tutelle des marchés financiers. Donc continuer à emprunter, selon vous. Oui, et puis Sans réduire la dépense, sans réduire non, la dette. parce que les besoins sociaux sont là. Et puis imaginons d'autres sources de financement des États. Donnons un nouveau mandat à la Banque Centrale Européenne, par exemple. Et pourquoi ne pas solliciter également l'épargne des Français qui s'est amplifiée, pour ceux en tout cas qui peuvent épargner, de manière qu'on puisse détenir nous-mêmes notre dette, ainsi que le font les Japonais qui ont un taux d'endettement, eux, de 240%. Merci beaucoup, Monsieur Bocquet. De Merci rien. d'avoir répondu aux questions de Public Sénat. Merci beaucoup, Steve. François Patria, sur l'abandon de cette réforme des retraites sur ce quinquennat, car Emmanuel Macron a dit après 2022, il faudra augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Mais en tout cas, sur ce quinquennat, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Gérard Larcher ce matin. On l'a entendu dans le sujet de Gaspard Flamand. Au final, Emmanuel Macron n'a pas été un grand réformateur sur ce quinquennat. Non, écoutez, quand je pense aux 1300 lois qui ont été votées, aux mesures du quotidien, j'en prends une, la pension de reversion, je prends pour ce qui a été fait pour les jeunes, je prends ce qui a été fait pour l'environnement, des mesures du quotidien, parce que ce n'est pas les grandes réformes qu'attendent les Français. Ce sont les mesures du quotidien. Qu'aujourd'hui, la prime d'activité amplifiée qu'avec François Hollande. Aujourd'hui, ce qui a été fait pour encourager le travail, pour qu'on puisse l'émancipation par le travail. C'est beaucoup plus important que les grandes déclarations. Et la réforme des retraites, vous savez très bien que le président, s'il y a 2 réformes qui n'ont pas abouti, et que le président entend, s'il est candidat, et je le souhaite, mener à bien la réforme de l'État, même la réforme territoriale et la réforme des retraites demain. Mais qu'on ne le dise pas aujourd'hui. Quand je vois On n'entend plus parler de la réforme des retraites par points d'ailleurs, il n'en a pas parlé. Je pense que c'est quand même malgré tout le meilleur des moyens, le plus injuste, et celui qui protège le plus les femmes et les emplois précaires. Je le pense, parce que voilà, ça c'est une réforme de gauche en l'occurrence. Donc on voit bien que entamer une réforme des retraites avec... il y a 2% des Français qui votent pour le Parti communiste. S'ils croient aux propositions de M. Bocquet aujourd'hui, il faudra qu'ils me disent où ils sont. Je vois bien. On voit bien qu'il y a un manque de crédibilité réelle. Je crois que le président est un président réformateur, visionnaire, qui dans le même temps est empreint de pragmatisme. Il prend des mesures encore pour les jeunes. Le contrat d'engagement, qui est non pas une assistance, mais qui est demain un contrat entre l'État pour des gens qui vont rechercher le travail, trouver le travail. Monsieur Bocquet, c'est là. Donc pour vous, ça c'est une grande réforme. Quand je vois chez moi un mécanicien qui cherche 2 mécaniciens agricoles, qui paye 2500 € par mois avec une voiture et qui trouve personne, M. Bocquet a sans doute raison, c'est une insulte au travail. Alors, il a sans doute tort, voilà, vous comprenez. Alors selon vous, ce n'était pas le meilleur moment pour faire cette réforme des retraites, mais Laurence Garnier, quand on regarde l'examen cette semaine du budget de la sécurité sociale au Sénat, la majorité de droite sénatoriale va faire en quelque sorte sa propre réforme des retraites et devrait voter la hausse de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Ça veut dire que Emmanuel Macron a manqué de courage sur cette question ? Hier soir, j'ai entendu Emmanuel Macron nous expliquer que tout allait bien. Non. Il a dit qu'il y a des choses qui allaient mieux. Il nous a expliqué que la croissance repartait. C'est vrai, 6,5. Et il faut s'en réjouir, évidemment. Il nous a expliqué que le taux de chômage baissait. Il nous a expliqué que les indicateurs économiques étaient au vert. Et encore une fois, je m'en réjouis. Et puis ensuite, dans la suite de son discours, sans sourciller, M. Macron nous a expliqué qu'il ne ferait pas la réforme des retraites parce que les conditions n'étaient pas réunies. Donc, il faut savoir, soit les choses vont bien et on réforme le pays, soit les choses ne vont pas bien et on ne réforme pas. Mais c'est ou l'un ou l'autre. Et en réalité, cette réforme des retraites, elle est symptomatique, à la fois du « en même temps » d'Emmanuel Macron, qui donne en même temps des gages à un électorat de centre-droit libéral en disant « on la fera », et des gages à ceux qui ne veulent pas de cette réforme, on vient d'entendre notre collègue communiste, en disant « je ne la fais pas ». Et bien sûr, ceux qui entendent le président se disent, même s'il dit qu'il la fera après, il l'avait déjà dit en 2017 et il ne l'a pas fait, donc tout espoir est permis qu'il ne la fasse jamais. C'est symbole du « en même temps » et c'est, à mon avis, assez emblématique de l'échec d'Emmanuel Macron à réformer profondément le pays, la réforme de l'État, la réforme des retraites. C'est un président qui a refusé... C'est le Sénat qui s'est opposé à la réforme de l'État. Attendez, c'est un petit peu rapide, mais restons sur les retraites. Je crois véritablement qu'Emmanuel Macron est le seul président qui ne se soit pas préoccupé de ce sujet des retraites, qui est pourtant un énorme dossier. Il fait le choix de le laisser à son successeur, dont acte. Claude Maluret, cet abandon de la réforme des retraites, est-ce que ça peut décrédibiliser finalement la parole d'un Emmanuel Macron qui s'était positionné en réformateur, en président réformateur ? D'abord, je pense que ce qu'il a dit, c'est une évidence.
On va pas le moment. voter la réforme des retraites maintenant, À 5 en mois pleine des campagne élections. À 5 mois des présidentielle. élections. Et pourtant, le Sénat le fait. Le Sénat, enfin, la majorité sénatoriale fait ce qu'elle peut, ce qu'elle veut. Elle est la majorité, mais elle a le droit de le faire. Elle ne Même si je changera pense rien. que c'est à tour de passe-passe, parce que c'est bien entendu que ça ne sera pas voté à l'Assemblée nationale ni en commission mixte paritaire. Donc c'est une évidence. On ne va pas le faire maintenant. Il suffit de voir le moindre sujet le moindre sujet politique aujourd'hui enflamme tout. On ne réforme pas. Je veux dire, des réformes profondes. On peut continuer à réformer. Je croyais qu'il fallait gouverner jusqu'à la dernière Oui. minute. J'entendais M. Voilà. Patria tout à l'heure. Donc Alors, non, on arrête tout. Donc c'est une évidence. La réforme des retraites, elle était prête. Elle a été interrompue depuis 18 mois par la crise du Covid, mais je vous signale qu'elle était prête. Elle était en voie d'être déposée devant le Parlement et que le Covid a tout... Et maintenant, la crise du Covid, d'ailleurs, n'est pas terminée et l'élection présidentielle arrive. Donc c'est une sorte d'évidence de dire, bien sûr, qu'on ne va pas... c'est une réforme qui va entraîner des tas de discussions, des tas d'oppositions et qui peut, évidemment, à quelques mois de la présidentielle, enflammer le pays. Donc, je pense que ce qu'il a expliqué, c'est tout simplement une évidence. Deuxièmement, sur le fond, moi, j'adore écouter les communistes parce que c'est pour moi une sorte de boussole. Quand ils indiquent le nord, je pense que systématiquement, c'est au sud qu'il faut aller. Ça fait un siècle qu'ils proposent des recettes qui ont échoué partout dans le monde et qu'ils contestent et qu'ils s'opposent à toutes celles qui ont réussi. Donc, c'est très bien. Je suis très content que Bocquet dise ça parce que je me dis qu'on doit aller dans le bon sens. Le bon sens, c'est ce qu'il a expliqué, c'est trois choses. C'est l'augmentation de l'âge de la retraite, c'est en finir avec les régimes spéciaux et c'est harmoniser entre le public et le privé. Donc moi je suis parfaitement heureux, ça va dans mon sens. J'aurais été encore plus heureux que ça se fasse au cours de ce quinquennat, mais j'espère que ça pourra se faire, quel que soit le futur président, au début du quinquennat qui suit. Je pense que la majorité des Français sont d'accord avec cela. Je pense qu'il y aura aussi à discuter du problème de la retraite par répartition et par capitalisation, mais c'est un sujet encore plus compliqué. Mais justement, Corinne Ferré, c'est une bonne chose finalement qu'on mette sur la table et dans le débat de la campagne présidentielle cette réforme des retraites. Du coup, ça va devenir un sujet. Ah ben, ça va devenir un sujet très clairement. Le président candidat, hier au soir, a donc dit « Je ne suis pas en capacité de porter cette réforme, les conditions ne sont pas réunies ». Pour autant, il a donné le cadre de ce que sera cette réforme. Allongement de la durée de cotisation, donc recul de l'âge légal du départ en retraite, harmonisation des régimes, disparition, on pourrait dire, de la différence ou des différences qu'il y a entre les régimes il a dessiné publics son programme. Et privés. Il a décidé. Mais comment peut-il poser les choses ainsi sur la table en oubliant la colère et le rejet des Français sur cette réforme telle qu'elle avait été annoncée il y a quelques mois? On ne peut pas dire qu'elle s'est subitement arrêtée à cause de l'épidémie. Elle s'est arrêtée aussi parce que quand même, les Français ont été extrêmement nombreux à protester, à descendre dans la rue pour s'opposer à ce que cette réforme puisse être mise en œuvre. Les organisations syndicales ont dénoncé aussi le manque d'écoute, de concertation pour une telle réforme. Ce n'est pas une petite réformette, c'est une réforme telle que le gouvernement d'aujourd'hui l'envisageait, d'ampleur. Et avec ce qui est annoncé, ce qu'on pourrait imaginer à partir du printemps prochain, eh bien ce sont toujours les mêmes qui vont devoir subir les effets secondaires mais désastreux d'une telle réforme. Parce que reculer l'âge légal de départ à la retraite, c'est oublier ceux qui commencent à travailler de bonne heure, ceux qui se fatiguent et qui sont usés par ces 42 années de cotisation aujourd'hui, qui se comportaient à plus d'années encore pour le futur. C'est oublier aussi celles et ceux qui ont eu des carrières fractionnées et qui n'auront pas le nombre d'annuités nécessaires. C'est oublier aussi celles et ceux qui ont des petits salaires aujourd'hui, celles et ceux qui ont eu toute leur carrière rémunérée au niveau du SMIC, quand encore ils pouvaient atteindre le SMIC en étant à 35 heures. Ce sera quoi demain leur retraite? Alors on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire qu'elle ne soit pas évoquée effectivement dans les semaines à venir, mais on peut avoir les plus grandes inquiétudes sur le fait d'en faire un sujet d'ampleur et majeur pour une prochaine candidature, et surtout comment les choses vont se passer et comment on va écouter, entendre les Français, mais aussi tous les corps intermédiaires, les organisations syndicales qui ont aussi leur mot à dire. Et ce sera donc un sujet important, forcément, durant cette campagne présidentielle. L'élection présidentielle tranchera le sujet. Les Français trancheront. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à ce débat. Dans 30 minutes, c'est le début des questions d'actualité au gouvernement.